Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Et je vais présenter un cas clinique. C'est un jeudi après-midi, à 17h, les urgences m'appellent. Tu peux venir voir un patient qui a mal au ventre. Donc, je descends. C'est un patient de 27 ans qui a depuis 2 mois des douleurs, un hypocondre droit, type des coliques, de plus en plus intenses, qui s'irradient en ceinture, qui sont transfixiantes, qui augmentent en postprandial, qui sont en plus de plus rapprochées et qui finalement lui ont fait perdre 5 kilos parce qu'il mange de moins en moins parce qu'il a mal. Au niveau de ses antécédents, il a des lombalgies chroniques qu'il attribue à son travail parce qu'il est conducteur d'engin. Il fume assez, il fume 2 paquets par jour depuis pas mal de temps. Il avait une consommation d'héroïne après substituée par Subutex et méthadone qu'il a arrêté. Et depuis 5 ans, il prend de la kétamine à visée antalgique parce que du coup, il veut pas replonger dans les opiacés et du coup, il a décidé de s'automédiquer. Il consomme pas d'alcool, il a pas d'allergie et prend 50 mg de Seresta le soir. Au niveau de son examen clinique, c'est un patient qui est assez maigre. En effet, on voit qu'il a perdu du poids. Il a un ventre qui est souple, dépressible. Il est sensible, voire douloureux à la palpation, à un hypocondre droit, où on a l'impression de palper une masse. Il n'a pas de défense, pas de péritonisme. Et sur le plan cardio-respiratoire, rien de particulier. Donc on en est là. Et je sais pas si vous avez des idées, parce que du coup, on demande des choses suivant les hypothèses diagnostiques qu'on a en tête. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer. Non, elle se lance pas. Donc, un cas un peu classique. Il est venu aux urgences, mais finalement, il était passé par les généralistes, par la maison médicale avant, et par les urgences autrefois. Hein, je savais pas à l'époque. Donc, moi, mes idées sont: est-ce qu'il a une pathologie gastrique? Est-ce qu'il a une pathologie hépatobiliaire? Est-ce qu'il a une pathologie pancréatique? Je sais pas si vous avez d'autres idées. Donc, on avance et on va voir le bilan biologique qui venait d'avoir aux urgences. Il a une petite leucocytose neutrophile avec une CRP qui reste normale, une hémoglobine à 17 grammes vraiment parce qu'il fume aussi beaucoup, des plaquettes, un ionogramme et une fonction rénale qui est normale, une lipase normale, une cytolyse à 2-3 fois la normale, surtout une cholestase importante, un ictérique avec un TP qui reste normal. À l'ECG, il n'y a rien de particulier. On revient aux hypothèses. Donc, la pathologie gastrique s'éloigne un peu là. J'ai resté plutôt sur un problème biliaire ou pancréatique, en tout cas gastrique, pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait selon vous? Qu'est-ce que vous feriez? 17h aux urgences. Bon, on s'est dit, on fait une écho. Mais les patients l'avaient déjà fait en ville, parce que du coup, on n'était pas les premiers à les voir. Donc, très bonne idée. Examen clinique, donc comme on disait, douleur abdos, écho. Bon, l'écho en ville retrouvait une hydrocholécyste et à 10 cm à peu près, avec une distension du cholédoque environ 1 cm, avec un doute sur un obstacle du bas cholédoque que les radiologues n'arrivaient pas à bien voir parce qu'il y avait des gaz toujours. C'est la zone où on voit pas trop bien. Et pour le reste, il y avait rien de particulier. Donc, on commence à dire, ça doit être hépatobiliaire, quoi. Jeudi après-midi, 17h, les jours de vide digeste. Donc, les gastros sont tous à vide digeste. Mais j'appelle quand même, j'envoie un message au docteur de la salle qui me dit « Non, mais demain matin, je suis à la clinique, je rentre, donc on peut l'envoyer faire une écho-endoscopie. » Parce que finalement, l'IRM n'avait pas trop d'intérêt dans ces cas-là parce que les temps d'attente et après, finalement, on s'est dit « Bon, on va voir et on va peut-être enlever s'il y a un obstacle. » Donc, les patients partent à la clinique du Palais et le lendemain, il a son écho-endo
qui confirment qu'en effet, la vésicule biliaire est très distendue. Elle n'est pas inflammée, les parois sont fines et la voie biliaire, en effet, elle est dilatée, mais il n'y a pas d'obstacle. Donc, on est un peu désemparés là et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les patients n'ont pas voulu rester à la clinique, n'ont pas voulu revenir à l'hôpital. Bon, un patient de 27 ans qui n'était pas trop facile à gérer au départ. Donc, il rentre à la maison et nous, on s'appelle et on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Mais il y a une idée qui est quand même qu'on a dans la tête. Il y avait quelque chose et on s'est dit, et la kétamine? Ces patients prenaient quand même une quantité énorme de kétamine et on se disait, est-ce qu'il y a un rapport? Bon, révision de la littérature. Alors finalement, la kétamine, c'est un médicament anesthésien qui avait été utilisé au départ en vétérinaire et qui a été utilisé et qui est utilisé actuellement surtout par les urgentistes et un extra-hospitalier surtout parce qu'il a un effet, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait de la médecine d'urgence ou pas, mais en tout cas, c'est un médicament facile. Il a une courte durée d'action, et il est dissociatif et il n'a pas des dépressions respiratoires. Donc, il est très, très facile à gérer pour les urgences extra-hospitalières, surtout pour la gestion de la douleur. Donc, il est très utilisé. Sauf que, malheureusement, il a un effet hallucinatoire et avec des visions comme si on était en dehors du corps. Et il est utilisé de plus en plus comme drogue et il est connu, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais K, Special K, Kit Kat, Vitamine K, en tout cas, il est très connu sur la route. Et donc voilà. Dans la littérature, en effet, ce médicament, il est métabolisé à niveau hépatique. Et il a après une sécrétion rénale. Donc, en effet, dans la littérature, les principaux effets sont sur les systèmes urinaires. Presque tous les patients qui ont des effets secondaires de la kétamine ont des hématuries et tout type de symptômes fonctionnels urinaires, dysurie, nicturie, des urgences mictionnelles. Quand on fait une cystoscopie, en effet, la muqueuse vésicale est très inflammatoire, et rouge et édémateuse. Et parfois, ils ont besoin de passer par des autosondages à répétition pour des périodes prolongées pour passer les caps des symptômes urinaires. Et il y a des cas décrits de hydrourétéronéphrose avec une insuffisance rénale aiguë et qui nécessite aussi de néphrostomie bilatérale pour pouvoir passer les caps. Sur le système biliaire, pareil, il y a une dilatation de la voie biliaire principale avec un ralentissement de la vidange biliaire qui provoque une distension de la vésicule et qui entraîne une cholestase et une cytolyse qui peut être souvent anictérique, mais parfois ictérique, mais avec une bilirubine qui n'est jamais très élevée. Le mécanisme d'action, finalement, il n'est pas connu. De manière spécifique au moins. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un spasme du sphincter d'Oddi, ce qui était un peu l'hypothèse la plus simple, mais en effet non. Il y a probablement un effet direct de la kétamine sur le muscle lisse de la voie biliaire principale et des urétères. Il y a peut-être un effet central indirect de la kétamine au niveau central qui entraîne une dyskinésie, mais ce n'est pas sûr. Il y a des modèles animaux qui sont en train d'être étudiés. Il y a peut-être une hépatotoxicité directe en association avec d'autres médicaments, notamment les IPP, mais c'est pas sûr pas non plus. Et donc, c'est pas très étudié en tout cas. Et donc, on s'est posé la question parce que la kétamine est très utilisée sur le plan médical dans les urgences. Et est-ce qu'il y a aussi ces tableaux qui ont été décrits dans les cas d'usage médical? Mais finalement, non. Dans toute la littérature, il n'y a pas eu de faits secondaires décrits pour l'usage médical en tant qu'anesthésien, ni pour dose unique, ni pour dose répétée. Donc, tout ce qui est décrit
par les case reports, c'est dans les cas du mésusage et sur patients caucasiennes et sur patients asiatiques. Donc, il n'y a probablement pas de génétique ou au moins c'est pas étudié. En tout cas, c'est assez diffus. Donc, quelle est la conclusion de ce petit topo de cas clinique? L'importance de l'interrogatoire, sur lequel on passe parfois un peu rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Là, c'était un patient que j'avais vu aux urgences et qui finalement m'avait dit tout de suite oui, je prends de la kétamine. Par contre, il ne m'avait pas dit qu'il avait pris des opiacés par les passés. Mais en tout cas, ce sont des questions qui sont parfois un peu délicates. Il faut prendre le temps de poser des questions, interroger et pour ne pas passer à côté des informations importantes qui sont parfois un peu cachées, et surtout connaître les effets du mésusage de la kétamine. Je ne sais pas si vous connaissiez, moi, avant de connaître ces patients, j'avais posé des questions à tout le monde, à l'hôpital, au XAPA, et en effet, personne avait eu ces types de patients et n'était pas au courant, même pas les urgentistes qui peut-être en voient plus que d'autres, non. Parce qu'en plus, la kétamine est de plus en plus diffuse. Même la presse, Elon Musk estime que sa consommation est bénéfique. Là, c'est un article en français. J'avais trouvé les mêmes en italienne 2 jours après parce que la kétamine, en effet, est de plus en plus utilisée. Elle est pas chère, elle est moins chère que la cocaïne. Ça coûte environ la moitié. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Ça, je n'ai pas trouvé dans les case reports de décrit, mais peut-être ça va arriver parce que du coup, c'est pas encore bien étudié. Alors, la kétamine, on peut l'avoir en comprimé, en tablette ou en poudre. Bon, là, c'est du sucre. C'est pas de la kétamine. mais en effet, les patients, on l'a eu hospitalisé 2 fois, après une fois la semaine dernière. Et il nous a amené sa kétamine. Donc, parce que du coup, il l'avait sur lui et il nous l'a donné. Et c'est comme ça. Moi, je l'avais jamais vu. Donc, je sais pas si vous l'aviez vu. Moi, je vous ai montré. C'est exactement pareil. Et on peut soit l'avaler, soit la prendre, l'effet environ 20 minutes après, soit l'inhaler, soit l'injecter, comme il faisait notre patient. Donc, je vous dis ça pour vous dire que finalement, il y a une chose sur laquelle on n'a pas réfléchi et qui est un peu la base. Ces patients, ils s'injectaient et on lui a pas fait les sérologies virales. Il est passé aux urgences, il est passé voir les médecins traitants, il est passé voir les médecins de la maison médicale. Et finalement, on était tellement tous pris par la douleur, la dilatation des voies biliaires, l'hydrocholécyste, que la base nous a échappé. Et heureusement, il est passé au XAPA. Et le XAPA m'a appelé en disant « Tu as fait les sérologies virales ?» Je dis « Non, mais sûrement, il avait un bilan viril. Sûrement, je l'ai pas fait parce que il l'avait. » Et finalement, j'ai vérifié mes observes, il l'avait pas fait. Et donc, il a une sérologie virale C positive qui n'explique pas évidemment sa douleur, ni la symptomatologie, ni la dilatation. Mais du coup, ces patients vont être traités pour l'hépatite C. Donc, si on revient à la conclusion, toujours l'interrogatoire, les effets indésirables, mais aussi la base, et dépistage si on a des facteurs de risque, mais même si on n'en a pas, parce que finalement, on peut proposer à tout le monde, au moins une fois dans la vie, un dépistage viral s'ils l'ont jamais eu, parce que parfois on trouve des surprises et on peut traiter des patients de manière précoce pour éviter de se retrouver après à rattraper et à courir derrière des situations qui pouvaient être évitées. Voilà. Merci à tous.